Ils ont fait la une de l'actualité. Les médias les ont starifiés, voire statufiés. On ne parlait que d'eux, on ne voyait qu'eux. Et puis, du jour au lendemain, ils ont quitté l'éphémère panthéon de la gloire moderne. Les projos de l'info ont éclairé ailleurs et le public les a zappés. Aussi vite qu'ils avaient quitté l'incognito, ils sont retournés à l'anonymat. Qui étaient-ils? D'où venaient-ils? Pourquoi et comment avaient-ils acquis leur célébrité? De quelle façon, eux et leurs proches, avaient-ils vécu leur végétariat? Pour quelles raisons ont-ils disparu de l'actu? Que s'est-il passé depuis? Bref, que sont-ils devenus? Dans Tout le monde en a parlé, à travers d'abord des archives de la gloire, puis une enquête sur leur vie aujourd'hui, et enfin une interview vérité, je vais vous raconter leur histoire. Voici Tout le monde en a parlé, l'émission qui rallume la lumière. J'accueille Paul Quillès. De nouveaux ministres entrent dans le gouvernement Mauroy pour remplacer de nouveaux sénateurs. Paul Quillès devient ministre de l'Urbanisme et du Logement. Candidat de la gauche à la mairie de Paris, Paul Quillès avait précisément fait du logement l'une de ses priorités dans sa campagne contre Jacques Chirac. 41 ans, un abord un peu froid, Paul Quillès est l'un des principaux lieutenants de François Mitterrand dans l'opposition. Organisateur de sa campagne présidentielle en 81, il est de ceux à cette époque qui font le plus barrage aux rocardiens dans le Parti socialiste. Comme secrétaire à l'organisation du PS, il était jusqu'à aujourd'hui l'un des principaux organisateurs du prochain congrès socialiste de Bourg-en-Bresse. Tout le monde en a parlé à retrouver Paul Quillès à Paris. Loin de Cordes-sur-Ciel, le village du Tarn dont il est le maire, il nous accueille dans le 15e arrondissement. C'est un petit pied-à-terre où on se retrouve avec ma femme régulièrement, où on peut, disons, passer une nuit, 2 ou 3 jours, une semaine parfois. Parce que notre vie, c'est à Cordes. Ancien député du Tarn, puis à la tête de plusieurs ministères régaliens, Paul Quillès a désormais des responsabilités plus locales. Se trouve ma maison, elle doit se trouver quelque part par là. Ici. La réunion que je fais ce soir, j'ai besoin d'emmener des bouquins. Socialiste convaincu, il anime également le club Gauche Avenir, réunissant entre autres Jean-Pierre Chevènement et Benoît Hamon. On va au bureau que j'occupe au siège de Gauche Avenir. C'est le club que j'anime avec un certain nombre de responsables de gauche. On réfléchit à l'avenir de la gauche, vous voyez, Gauche Avenir. C'est là qu'on travaille, qu'on fait des propositions. Il y a un conseil politique qui fait une quarantaine de personnes qu'on réunit de temps en temps. Paul Quillès vit avec son temps et hier comme aujourd'hui avec l'évolution des télécommunications. Pas ouvert ça depuis hier, il y a eu 40 messages. Voilà, ça c'est mon blog que je tiens à jour tous les 2 jours et puis parfois j'en fais 3 dans une journée. Réflexion politique, j'en fais beaucoup. Entre 2 mails, il nous fait une révélation. Si j'avais pas fait un politique, j'aurais fait imitateur. Écoutez, en 1983, j'étais candidat contre Jacques Chirac. Et très franchement, c'est un souvenir pas très agréable. Paul Quillès vient de sortir un livre, alors il nous emmène dans un kiosque vérifier qu'il est en bonne place. Ah ben oui, il est là. Je vais regarder si c'est un bon bouquin. Voilà. J'espère qu'il part bien. Il est midi, il a rendez-vous avec la députée européenne Marie-Noëlle Lienemann, avec qui il a écrit ce livre. Elle est également membre de son club. Alors on va au Petit Journal, qui est un jazz club, mais on ne va pas écouter du jazz, malheureusement. C'est un lieu où on se retrouve souvent, les principaux animateurs du club Gauche Avenir. On se retrouve là pour manger, une ambiance sympathique. Le noyau bénévole qui gère l'association, c'est 5-6 personnes bénévoles. Tous connaissent bien évidemment sa commune de Cordes-sur-Ciel. Son seul problème à Cordes, ce sont les pigeons, c'est tout. On a énormément de pigeons et on mène une lutte sans pitié. On a mis un couple de faucons qui étaient des vrais, où il leur en fait peur. Et puis j'ai fini, il y en avait tellement. C'est une lutte de longue haleine, difficile, qui occupe des réunions de conseil municipal. Attends, pas trop longtemps, on fait des choses plus sérieuses. La réunion terminée, la journée de Paul Quillès va donc se prolonger à l'autre bout de la France. On va aller à la gare d'Austerlitz où je prends le train pour me rendre à Bourges où m'attend une réunion publique sur le thème la situation internationale, les réponses de la gauche. Le hall de gare, je le connais bien.
J'étais 2 fois ministre des Transports, donc j'ai toujours beaucoup de sympathie pour les trains et les moyens de transport. Mais je me sens bien aussi dans les aéroports, que je fréquente beaucoup aussi. Voilà, au revoir. Loin des hautes fonctions de l'État, Paul Quillès garde un emploi du temps de ministre pour ne pas rater le train en marche. Et maintenant, la lumière se rallume sur Paul Quillès. Paul, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Vous êtes né le 27 janvier 1942 à Saint-Denis-du-Sig, dans l'Oranie, qui deviendra Sig 20 ans plus tard, quand l'Algérie deviendra indépendante. Votre père René Quillès, lieutenant-colonel d'origine espagnole. Votre mère Odette, née Tirode, institutrice d'origine savoyarde. Alors ce qui est incroyable dans votre famille, c'est que votre père était un fervent catholique et votre mère était plutôt de tradition radicale socialiste, empreinte d'anticléricalisme. Ça devait être difficile pour vous, non ? Non, pas trop, parce que moi, j'étais sensible à ces choses-là beaucoup plus tard. Ouais. Mais sur le coup, mon père était souvent à la guerre. C'était après... moi, je suis né en 42, donc quand j'ai commencé à être vraiment conscient, il est parti en Indochine. Ouais. Ensuite, c'est eu ce qu'on appelait les événements d'Algérie, qui était la guerre d'Algérie. Donc, j'étais souvent auprès de ma mère, et ma mère, peut-être du fait de l'éloignement de mon père, est devenue très, très pratiquante, d'une façon... allez, permettez-moi de le dire, intelligente. C'était pas la foi du charbonnier. Je crois que ça a beaucoup joué sur ce que je suis devenu. Alors en 1946, votre père est envoyé au Maroc. Là, vous fréquentez le lycée Lyautey à Casablanca. Premier bac à 15 ans, pas mal. Mère institutrice, donc, et grand-mère institutrice. Ah oui. Ensuite, à l'âge de 16 ans, vous arrivez en métropole, lycée Chaptal, lycée Louis-le-Grand, Polytechnique. Quand je suis arrivé après le premier bac, il y en avait 2 à l'époque, j'étais une sorte d'immigré, on se moquait de mon accent. Et je sais aujourd'hui, beaucoup plus que d'autres, peut-être, enfin, en tout cas d'autres Français de souche, ce que c'est qu'être un petit immigré, oui. Après Polytechnique, vous êtes sous-lieutenant, vous êtes affecté au centre opérationnel des armées du ministère de la Défense. Et là, lors de la première expérience à Blanc de transmission d'ordre de lancement de la bombe atomique, vous avez le général de Gaulle au téléphone. Je ris parce que c'est un souvenir absolument incroyable du colonel qui me dit « Vous êtes un polytechnicien, donc vous devez bien vous débrouiller avec la technique. » Ça ferait rigoler tout le monde. Aujourd'hui, la technique, c'était un tableau avec des boutons, effectivement, j'appuyais, je mettais en contact. Et il me dit, le général va appeler pour la transmission de l'ordre nucléaire à Taverny, c'est vous qui le ferez. Et oui, je vous fais confiance. Et le jour où ça s'est passé, j'ai regretté que ça ne soit pas filmé, parce que j'ai décroché, j'ai entendu « Allô, ici le général de Gaulle, mon général, je vous passe Taverny, etc. » Ils étaient tous pétrifiés autour de moi, et quand l'opération s'est terminée, qui a pris 5 minutes à peu près, on a ouvert le champagne. Oh là là, c'est extraordinaire. C'est un grand moment, quoi. Autre époque. Ensuite, vous devenez ingénieur chez Shell, vous demandez à faire un stage sur le terrain, à Berre, et c'est là que vous prenez conscience de la lutte des classes. J'ai découvert la condition ouvrière, qui n'était pas la plus épouvantable qui soit, mais je faisais les quarts de nuit, je discutais avec les ouvriers, et assez vite, j'ai demandé à un de mes collègues, mais tu fais du syndicalisme, pourquoi ? Et je me souviens d'une longue discussion que j'ai eue avec lui, et j'ai commencé à le suivre, et il se trouve qu'après, il y a eu mai 68, et évidemment, ça a changé beaucoup de choses. Et à ce moment-là, je me suis dit, il faut que je m'intéresse à la politique. Mais ça m'est venu uniquement à ce moment-là, moi je ne suis pas né dans la politique. Alors en 1971, vous êtes envoyé au siège international de Shell à La Haye, et là au contraire vous découvrez le fonctionnement d'une multinationale, la vie d'une entreprise, enfin une culture aux antipodes de Berre. Et c'est à La Haye, j'avais du temps et j'ai adhéré au Parti Socialiste à distance. En 72, dans le courant de François Mitterrand, qui à l'époque était le premier secrétaire du parti, et 2 ans plus tard, en 1974, comme simple militant, vous vous occupez sur le terrain de la campagne du candidat Mitterrand. On m'a dit, toi, tu as l'air d'être bon pour l'organisation, tu vas nous organiser ça. Et je vais vous dire franchement, il y avait du travail. Alors, je ne me suis pas simplement occupé de coller des affiches, on a fait des tracts, on a diffusé. C'est vraiment du travail de militant de terrain. Ça existe encore, mais un peu moins qu'avant. Et là, à l'issue de cette campagne, on m'a dit, mais alors, mais ça t'intéresse, il faut que tu ailles plus loin. Ben, je dis, attendez, je suis ingénieur, moi. Mais si, il faut que tu deviennes secrétaire de section. Voilà. Et donc vous devenez directeur de campagne de Mitterrand en 1981. Après la victoire, vous devenez numéro 3 du Parti Socialiste. Et là,
au congrès de Valence, octobre 1981, vous prononcez la phrase qui vous rendra célèbre et qui vous vaudra votre surnom de Robespol. Il ne faut pas se contenter de dire, comme Robespierre à la Convention, des têtes vont tomber. Il faut dire lesquelles et rapidement. Ça m'a appris d'ailleurs plein de choses sur le monde médiatique et sur le monde politique. Sur le monde médiatique, c'est comment on peut déformer un discours de 3 quarts d'heure avec une phrase qui disait exactement le contraire de ce qu'on lui a fait dire. Et il se trouve que la faible connaissance de l'histoire des politiques et des médias a fait qu'ils ne se sont pas rendus compte qu'en définitive, Robespierre, ce qui lui est arrivé ce jour-là, c'est qu'au lieu de dire quels étaient les gens qui complotaient contre lui, il a menacé tout le monde et tout le monde s'est retourné contre lui. Et moi, je disais exactement ça. Je disais, attention! Et ça a été tourné et à partir du lendemain, c'est devenu une caricature absolument grotesque. Robespol. Alors, 2 ans plus tard, quand même, au municipal de 83, quand vous vous présentez contre Chirac à Paris, pour casser un peu cette image de Robespol, votre slogan, c'est quand même qu'il laisse tendresse. Deuxième erreur, c'était une idée de l'ineffable Ségala, et qui avait fait 3 slogans, 3 affiches dans Paris. Une affiche Paris jeunesse. Ensuite, il y avait Paris tendresse, c'était 2 petits vieux qui étaient là, Paris tendresse. Et le dernier, c'était Paris qui laisse. Bon, il y avait une rime pas très forte, mais en S. Et c'est devenu ce que vous dites, il n'y a jamais eu, ça n'a jamais existé. Ça n'a jamais existé. C'est dommage, j'adore. Vous avez perdu quand même, hein? C'était prévu. Dans le 13e, non, mais vous êtes fait battre dans le 13e par Jacques Toubon, quand même. Oui, mais je ne me présentais pas pour gagner la mairie de Paris. C'était ingagnable, ingagnable. Alors tout ça ne vous empêche pas d'entrer au gouvernement. Vous êtes d'abord ministre de l'Urbanisme et du Logement, et quand le communiste Fitterman quitte le gouvernement, vous héritez des transports. Ensuite, quand Ernu est obligé de démissionner suite à l'affaire du Rainbow Warrior, vous héritez de la Défense. Un souvenir. Un souvenir fort. Alors, les postes et télécommunications, à l'époque, c'est le programme Ariane, le plan câblage, le téléphone mobile, mais surtout la loi Kiles. On a appelé ça la réforme des PTT, parce que c'était une administration, et c'est devenu ce qu'était déjà la SNCF ou l'EDF, c'est-à-dire l'un était une société nationale, l'autre un établissement public, c'est devenu rien d'autre que des établissements autonomes, mais publics. C'était pas un peu le début des problèmes de France Télécom non, ça n'a rien à voir. C'est quelques années plus tard, il y a eu une privatisation, c'est-à-dire qu'au lieu d'un établissement public qui n'avait pas de capital, on en a fait des sociétés avec un capital, d'État à 100%, et ensuite on a vendu une partie du capital jusqu'à ce que l'État soit minoritaire. Ça s'appelle une privatisation. Moi, je me suis battu comme député fortement en disant pas de privatisation. Alors, vous terminez votre carrière ministérielle à l'intérieur. Vous resterez célèbre comme l'un des grands ministres de l'ère mitterrandienne. À l'époque, vous étiez connu, célèbre, puissant. Quelles ont été les réactions de votre entourage, vos parents, votre famille, quand vous êtes devenu ministre? C'est que quand Mitterrand m'a demandé de rentrer au gouvernement, je me souviens très bien, ma femme était très militante avec moi dans le 13e arrondissement, et quand je lui ai annoncé ça, elle a fondu en larmes. Mais non pas comme ceux qui fondent en larmes et qui boivent le champagne pour les ministres, elle m'a dit « tu ne peux pas faire ça aux militants ». Et je lui dis, je vais leur expliquer aux militants. Je leur ai expliqué. Donc, on n'a jamais été trop, impressionné par les lumières, le pouvoir et les dorures. Donc, je n'ai pas eu dans mon entourage, à part mon père, quand je suis devenu ministre de la Défense, qui m'a dit, c'est très bien, mais méfie-toi, quand même, c'est dur. Comme de temps en temps, il voyait un tel qui avait reçu la Légion d'honneur et tout, il me dit, c'est quand même un peu limite tout ça. Tu sais, moi, c'est sur le général de Latte de Tassigny m'a donné ça sur le champ de bataille. Et c'est pas la même chose que de donner ça à un joueur de football. Les médias, ça s'est passé comment? Les médias, je les ai découverts à plusieurs reprises, sans très bien comprendre que c'était une mécanique dans laquelle il ne fallait pas passer la main parce que le bras risquait d'y disparaître. Je trouve que c'est dangereux quand on défend des idées, quand on se bat pour des valeurs, d'être à la remorque de tout un système qui exige de vous tellement de choses que vous risquez d'y perdre votre âme. Donc à l'époque, pas trop de médias en fait. Non, j'en ai fait parce qu'il fallait en faire, bien entendu. Et à part Lunettes Noires pour Nuit Blanche. Une excellente émission. Et une autre que mes enfants me reprochent, malgré leur âge aujourd'hui, c'est Tourner Manège. J'ai fait ça une fois, mais c'est une horreur, tu n'as jamais dû faire ça, j'ai honte de toi. Le train de vie, les heures de la République, tout ça, vous regrettez pas un peu tout ça? Jamais, j'ai jamais habité dans les appartements de la République. J'étais 5 fois ministre. J'ai toujours habité dans ma tour du 13e arrondissement. Je ne suis pas désincarné, mais franchement, je n'ai jamais eu, et j'ai de la chance finalement, mais jamais eu de soucis alimentaires.
Mais vous n'avez pas gagné d'argent, évidemment, en étant ministre, non? Non, pas trop, non. Non, mais il ne faut surtout pas s'intéresser à ça. Vous avez vu à quoi ça conduit. Dans la dernière période, on voit les excès. Le meilleur moment de cette époque, ça a été quoi, Paul? C'était avant d'être ministre, c'était le 10 mai 81, quand j'ai organisé la fête de la Bastille. J'avais prévu, comme directeur de campagne, un meeting au Parc des Princes avec Mitterrand. Et dans l'avion qui nous menait de Paris à Marseille, il y avait Régis Debray et Daniel Mitterrand. Ils m'ont dit, mais tu es fou, on va être dans une ambiance révolutionnaire si Mitterrand gagne. On oublie ça, hein, les chars soviétiques, etc. On a oublié. Et il ne faut pas faire ça. Bon. Voilà. On arrive à Marseille, Mitterrand fait son meeting, au retour il me prend par le bras, ce qui n'était pas vraiment sa nature. Il me dit qu'il laisse, faut pas faire ce meeting. Régis Debray m'a dit c'est trop dangereux. Et on a annulé le meeting. Et comme il a vu que j'étais très furieux, il m'a dit, puisque vous êtes sûr que je gagne, quand j'aurai gagné, vous ferez une fête. Sans rien lui dire, j'ai préparé la fête de la Bastille et le soir, c'était un moment formidable, tout le monde venait. Le pire moment de cette époque, c'était quoi? C'est quand j'étais ministre de l'Intérieur, que, ayant des indications par les renseignements généraux, j'ai appris l'histoire du prêt personnel de Pierre Bérégovoy que je suis allé lui annoncer personnellement. Et j'ai vu un homme totalement effondré, défait, et j'en garde toujours un souvenir très dur. Il a l'impression que le monde tombait dessus, et je l'ai vu quelques jours avant son suicide. Il était à l'Assemblée, le bureau à côté du mien, il venait me voir le soir, il me disait... On n'a pas mérité ça. Il disait, c'était on n'a pas mérité ça, tu crois. Il était broyé, oui. Alors aujourd'hui, vous êtes maire de Cordes-sur-Ciel, dans le Tarn, 996 habitants. Non, on en est à 1100 maintenant. Ah là là, bravo, ça y va alors. Alors vous avez écrit un livre avec Marie-Noëlle Lienemann, un livre de politique fiction qui s'appelle 18 mois chrono, une cohabitation du troisième type chez Gacevitch. Qu'on a inventé, 18 mois, 18 chapitres, comme dans l'émission 24 heures chrono, tous les mois, des événements, mais qui sont des événements. Alors les gens sont étonnés, ils disent, mais on a l'impression que c'est la réalité. Non pas qu'on fait de la voyance, mais quand on fait une analyse politique, on a une expérience, qu'on sait comment se prennent les décisions dans le monde politique, on arrive à imaginer des choses assez proches de la réalité. Aujourd'hui, vous êtes nostalgique de la grande époque du mitterrandisme? Je suis nostalgique peut-être d'un mode de fonctionnement du parti politique auquel j'appartiens, où il y avait du militantisme, où on discutait des idées et on ne s'intéressait pas simplement à défendre des chapelles. Et je crois que ce qu'a fait le Parti socialiste aujourd'hui, de mettre en place ce système de primaire, est une erreur. Et on s'en rend compte tous les jours. Vous en voulez à quelqu'un de ce qui s'est passé? Vous êtes rancunier? Bon, c'est pas de la rancune, c'est du regret de certaines attitudes, de certains. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Peut-être au gouvernement, mais c'est très difficile de dire parce que je le dirais avec l'expérience que j'ai aujourd'hui. Et peut-être que au gouvernement, je ne sais pas, je n'aurais pas agi avec le même enthousiasme sur certains projets qui ensuite se sont révélés. Par exemple? J'ai pas envie d'en parler parce que ça met en cause des personnes. J'ai soutenu des personnes et que j'ai regretté ensuite de soutenir. Voilà. Le jour où vous allez mourir, qu'est-ce que vous voulez qu'on écrive sur votre tombe comme épitaphe? Sigi Robespol. Non, trop non, parce que c'est justement sur l'ambiguïté que je disais tout à l'heure. Non, c'est un homme de conviction qui s'est battu pour les autres et pour un monde meilleur. Et c'est pour ça que je fais de la politique et c'est pour ça que je suis à gauche en plus. Oui, mais c'est vrai que vous auriez pu faire une carrière chez Shell, vous seriez peut-être directeur des grands ponts. Sûrement. Mais ça, je ne regrette pas du tout. Au revoir Paul, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci. Merci. J'accueille Caroline Loeb. Paresseuse, par essence elle est paresseuse. Est-ce vraiment la paresse ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. C'est la ouate. Tout le monde en a
parlé à retrouver Caroline Loeb dans le 20e arrondissement de Paris. Signe particulier, Caroline est une collectionneuse. Voilà, donc partout où je vais, je chope des trucs aux puces, par terre. Vraiment, et à quoi donc lui servent tous ces trésors de guerre? J'ai un spectacle que je tourne depuis 2 ans qui est donc Mistinguett, Madonna et moi. Quand j'arrive sur scène, j'arrive avec effectivement mes colliers, genre c'est moi. Et en plus, il y a un côté un peu armure, il y a un côté un peu cotte de maille. Ça fait du Mais bien de toutes les matières, laquelle elle préfère? C'est terrible. Des chapeaux que je chope de ci, de là. Petite chose basique. Je ressemble incroyablement à Audrey Hepburn, on me le dit souvent. Donc le chapeau claque, ce qui est merveilleux, c'est qu'on fait... Voilà. Ils sont moches ces escaliers, attendez, c'est pas possible. Qu'importe. Caroline se presse pour retrouver le glamour de sa boutique préférée dans les arrière-cours du Paris des cabarets. Ah, d'accord, ok. On va récupérer un éventail pour mon spectacle Mistinguett, Madonna et moi, qui a été malencontreusement cassé. Donc j'ai dû faire changer quelques plumes. J'adore aller chez le plumassier. Quelquefois, je croise les assistants de grands couturiers qui viennent choisir des plumes magnifiques. Bonjour, Edith. Ça va? Et je lui en fais voir de toutes les couleurs à cet éventail, hein, parce que c'est vrai que j'ai tout un passage dans mon spectacle où je dis que j'ai un point commun avec Mistinguett, c'est que j'adore les plumes. Puis après, je pars dans un délire comme ça où je le... Oh là là, je peux plus le faire comme avant, dis donc. Je vais le mettre. Oui, c'est Zizi Jeanmaire aussi, évidemment. Zizi Jeanmaire, elle était absolument merveilleuse. J'adorerais avoir un truc comme ça, descendre des escaliers avec des filles autour. J'adore ça. Enfin, j'espère à pas trop bientôt, il va falloir qu'ils tiennent quand même. Hein? Merci, mademoiselle. Au revoir. Je rêverais de présenter une revue, j'adorerais ça. Ouais. Parce qu'il y a quand même une dame comme Liliane Montevecchi, elle a fait ça, je sais pas, jusqu'à 70 ans, 75 ans. Joséphine Baker, elle a fait ça jusqu'à la fin de sa vie. Elle avait plus de 70 ballets. Et Marlène a chanté jusqu'à 75 ans. Enfin, tout ça, c'est des femmes qui ont continué vraiment jusqu'au bout. Même Zizi Jeanmaire, je l'ai vue au Bouffe du Nord. J'étais en larmes. C'était tellement, tellement beau, tellement élégant, tellement piquant. J'adorerais faire ça. Bon, je le fais avec mon spectacle en version light, on va dire. Caroline file dans les rues de la capitale, direction le studio d'enregistrement où elle doit finaliser ses projets, dont un avec sa grande copine Isabelle Alonso. Voilà. Partout où on va, il y a des travaux. Hein. C'est ouvert. Ça va. Elle retrouve Laurent, son directeur artistique depuis 15 ans. Caroline est une fidèle. Et quelles sont ses autres qualités? Merci. Délicieusement snob, alors c'est le seul défaut que je gobe. Pour elle, la négociation commence quand on lui dit non. Tu peux me dire ce que tu penses? Et l'on retrouve Gérald, l'accordéoniste de son spectacle depuis 1 an. Les histoires que je vis et celles que j'invente. Caroline, ce qui est séduisant chez elle, c'est que elle n'abandonne jamais. Donc on n'a pas le choix quand on est avec elle. Soit on prend le train avec elle, soit on reste sur le quai. Et dans ce cas-là, on la voit partir et on regrette parce que avec Caroline, on n'est jamais déçu, quoi. Les Américains appellent les gens comme moi des Renaissance persons, les gens de la Renaissance, parce que c'est des gens qui font plein de choses. La Renaissance, c'est bien, mais la reconnaissance ne lui manque-t-elle pas? Pas d'autographe! Et maintenant, la lumière se rallume sur Caroline Loeb. Caroline, bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Bonjour Thierry. Ça va? Super. Alors Caroline, vous êtes née le 5 octobre 1955 à Neuilly-sur-Seine. Quand vous naissez, votre famille habite encore à Paris, près du Palais Royal, mais plus pour très longtemps. En effet, votre grand-père était un marchand d'art exceptionnel, une star dans le monde de la peinture, ce qui fait que quand votre père veut monter sa galerie de peinture, pour exister, disons, il le fait à New York.
On quitte Paris quand j'ai 4 ans et on va s'installer à New York pour 6 ans. Ouais. Et je passe donc vraiment ce qui est l'enfance, mon enfance à New York devant Central Park. On a la nature sous les fenêtres. Je voyais mon père faire du ski en bas. Le bonhomme de neige qu'on avait fait le matin, on le voyait du 52e étage. Alors après l'aventure américaine, votre famille revient s'installer à Paris, rue Michel-Ange dans le 16e. À l'époque, vous découvrez la musique, vous écoutez Henri Salvador, Bobby Lapointe. Oui, mais aussi beaucoup d'opéra, que j'avais déjà commencé à écouter beaucoup à New York. À l'époque, quand vous écoutez de l'opéra, vous pensez déjà à la mise en scène de l'opéra, non? Oh là là, mais il est super bien rencardé. En fait, je me shootais à l'opéra, je me défonçais à l'opéra, je me défonçais à Verdi, à Mozart. C'est-à-dire que c'est tellement fort cette musique, c'est tellement puissant, c'est des émotions hyper violentes. Et moi, je me souviens avoir lévité sur Rigoletto, mais vraiment scotché au plafond. Et c'est là que j'ai eu mes premières visions de mise en scène. C'est sur l'aria de Don Elvire dans Don Juan. Mais la réalité est plus prosaïque. À la fin des années 70, après avoir quitté la fac, vous vous retrouvez vendeuse chez Kenzo. J'étais quelques mois à la fac de Vincennes et je m'emmerdais en fait. En fait, j'avais envie de bosser, j'avais envie d'avoir les mains dans le cambouis, j'avais envie de faire des choses. Donc je me retrouve vendeuse chez Kenzo et je paye avec ça, je paye mes cours de théâtre. Cours Florent. Voilà. Le problème, c'est que vous ratez 3 fois le conservatoire, quand même. Enfin, le problème, non, c'est pas un problème. Ah bon? Ben non, il y a plein de gens très bien qui ont raté le conservatoire et qui l'ont raté plusieurs fois. En fait, avec le recul, je pense qu'on apprend plus de choses dans la vraie vie que dans les cours. C'est sûr. Alors, ce n'est qu'à 23 ans que vous montrez enfin sur les planches, avec succès, une pièce écrite par le mari de Paloma Picasso qui avait fait d'ailleurs les décors et les costumes. Absolument. Et vous interprétiez 7 rôles dans cette pièce. Tout à fait. C'est 2 garçons qui venaient de Buenos Aires, qui ont fondé le groupe C avec Arias et avec Martial Béraud. Donc c'est vraiment la bande des Argentins à Paris qui avait fui Buenos Aires et qui ont vraiment réinventé le théâtre. Donc en fait, je leur ai dit, il faut que je travaille avec vous. Ils m'ont écrit 7 rôles. Et voilà, c'était une speakerine, Juliette de Roméo et Juliette, la fille de Lana Turner, enfin des rôles très différents. Et ça s'appelait Succès, mais ça n'en a pas été. Hein. Alors là, le patron de Z Records produit votre premier album, Piranana, avec les musiciens de Kid Creole, c'est quand même très très bien. Il trouve vos textes gainsbourgiens, donc il y va, il plonge. Je me retrouve en fait enregistré à New York, dans un studio qui s'appelle Electric Ladyland, qui est le studio de Jimi Hendrix. Donc c'était extraordinaire pour moi de me retrouver à New York à faire ce disque. Bon, maintenant, c'est vrai que c'est la première fois que je rentrais dans un studio d'enregistrement. Que c'est pas un milieu où on vous explique tellement les choses, les gens sont pas très gentils. Donc voilà, c'était assez violent. C'était assez violent. Vous étiez un peu perdu quand même. Oui, j'étais un peu perdu, c'est vrai. La vie que vous meniez en dehors du studio, c'était pas non plus de tout repos. Je me souviens, entre autres, du dernier mix, du dernier titre de l'album qui s'appelait Narcissique, où on était faits comme des rats. Et ils étaient en train de démolir ce fameux dernier studio de Jimi Hendrix. Donc il y avait des gravats partout, les fils qui pendaient. Nous, on était complètement défoncés. Et on a fait un mix, mais c'est la meilleure chanson de l'album. Narcissique, avec un truc complètement barré. On avait l'impression d'entendre le fantôme d'Hendrix. C'était fou. Et le résultat est vachement bien. Mais l'album ne marche pas. Non, l'album ne marche pas. Alors, je n'oublierai jamais une critique de Jeanne Folly, je crois, qui avait dit que je chantais comme un petit cochon qu'on égorge. Oh. Et ça m'avait fait beaucoup rire. Et ça me fait toujours rire, près de 30 ans après. Et c'est vrai qu'à l'époque, j'étais trop barrée, trop floue. Donc voilà, le résultat, c'est que les chansons sont vachement bien. Je regrette de ne pas avoir pu refaire les voix, pour te dire. Voilà, avec une pochette quand même de Mondino. Oui, alors justement, vous devenez styliste pour la photo, pour la mode, avec Mondino, et vous participez aux pochettes de Chamfort, de Téléphone, de Christophe. Jonas. Vous faites un livre avec Gainsbourg qui s'appelle Bambou et les poupées. Comme styliste, absolument. Ça reste un moment quand même merveilleux d'avoir été chez lui, rue de Verneuil. À l'époque, vous êtes nightclubeuse. C'est vraiment la grande époque du nightclubbing. Vous êtes le pilier des nuits parisiennes. La preuve, c'est que quand les bains-douches ouvrent, c'est vous l'attaché de presse. J'avais commencé au Club 7 à 16-17 ans, puis le Palace avec Fabrice Hébert.
Et donc j'avais un carnet d'adresses, évidemment, de tous les gens qui sortaient. Et Fabrice Coat et Jacques Renaud m'ont demandé de faire l'ouverture. Et l'ouverture des bains-douches, je sais pas si... Ah, j'y étais, oui. Tu y étais? Je sais pas si tu te souviens, mais ce qui était incroyable, c'est que la peinture était pas sèche. Et je me souviens que toutes ces dames avaient emprunté des fringues chez Mugler, chez Gauthier, et repartaient avec de la peinture sur les vêtements. Donc c'était une fête géniale, mais voilà, l'endroit n'était pas fini. Voilà. Alors, c'est avec un copain de Virée Nocturne, en fait, Pierre Grillet, que vous écrivez Paresseuse, mise en musique par Philippe Chani. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère, indépassable. Ça, c'est une phrase de Pierre Grillet. Ouais. En fait, il arrivait chez moi un jour avec son petit carnet, enfin, comme tous les gens qui écrivent, il a un petit carnet avec des notes, avec quelques phrases, et j'ai tout de suite flashé sur ces phrases. Il y en avait d'autres. Il y avait « J'opte pour le soft », dit-elle, je sais pas quoi, et toutes les photos d'elle sont des photos couchées. Voilà, c'était évocateur, poétique, l'image d'une femme comme ça, nonchalante, qui se laisse aller. Et j'ai écrit la deuxième partie du refrain, le dernier couplet, la moitié du deuxième couplet, et voilà, et j'ai bidouillé le truc, et c'est devenu ce texte que Chani a mis en musique. Excellent gimmick, la ouate. Et voilà. Ouais. Alors, personne n'en veut, c'est ça qui est incroyable. Toutes les maisons de disques refusent de faire le disque, sauf Philippe Constantin, gloire lui soit rendue, chez Barclay, et là, ça devient un tube inouï. Dès que ça sort, c'est la traînée de poudre et c'est la folie. Ouais, c'est du délire. Même cité par Mitterrand dans une interview avec Morosi. Absolument. Enfin, il était très branché. Hein. Mitterrand, après, j'étais déjeuner à l'Élysée 2 fois, et avec Attali, ça y allait sur Geshpati et tout, ça les amusait beaucoup, tout ça. Alors donc, vous devenez célèbre assez rapidement, finalement. Les attachés de presse, je me souviens, ils disaient, mais on n'a jamais vu ça. C'est-à-dire qu'en général, un attaché de presse, ça rame pour avoir des télés, des radios, de la presse et tout. Et là, ils décrochaient, ah ben non, là, elle peut pas. Oui, là, elle peut. C'était incroyable. Donc, effectivement, pendant 2 ans, je n'ai plus fait que ça. Télé, radio, photo, la ouate. Enfin, un peu jusqu'à la nausée, quand même, au bout d'un moment. Alors, quelles ont été les réactions de vos parents, par exemple ? Ben, ils étaient, comme tout le monde, pétrifiés par ce succès. Mon père m'appelait la ouate. Non, mais la vérité, c'est que quand tout à coup, on est pris dans un tel tourbillon, dans un truc tellement violent, je dis toujours, la télé fait écran. Ouais. C'est vrai, ça le fait avec tout le monde. C'est pas vrai qu'avec un succès comme ça, tout le monde vous regarde pareil. Ouais. Le regard change. Et à force que le regard des autres change, ben, son regard change aussi. On finit par plus très bien savoir où on habite. Donc voilà, c'est pas simple. Vos amis ont réagi comment ? Bah, tout le monde est très content, mais en même temps, tout le monde est grisé. Tout le monde pète un câble. Alors, soi-même, on en pète un aussi. Mais autour, tout le monde est fou, quoi, parce que c'est une histoire de fou, parce qu'on n'est jamais libre, parce qu'on est tout le temps en train de parler de soi, on est tout le temps en train d'être sollicité par des gens qui vous trouvent absolument merveilleux. Alors, on trouve ça merveilleux, évidemment. On se dit, mais comment ils s'en sont pas rendus compte avant que j'étais un génie? Donc voilà, tout ça, ça devient une espèce de truc complètement fou, quoi. Vos rapports avec les médias, c'était comment ? Bah, c'était idyllique, c'était formidable. Moi, les médias m'adoraient, je les faisais rire. Vous êtes bonne cliente, oui, c'est vrai. J'étais super bonne cliente, je répondais à tout, je faisais des vannes. Bon, moi, j'adorais ça, la promo. Un peu comme Gainsbourg, pour moi, c'est un autre média de création, c'est très amusant. L'argent, vous avez gagné du pognon ? Ouais, j'ai gagné du pognon, bien sûr. Ouais. Bon, enfin bon, ça se dépense facilement. Hein. Ah oui. Et l'amour ? Est-ce que ça vous a rapporté plein de beaux garçons, cette histoire, Caroline ? Non, c'est pas comme ça. Non. D'abord, le succès se vit quand même très différent suivant qu'on soit un homme ou une femme, je crois. Le côté, les groupies et tout, je crois que les mecs en profitent bien. Quand on est une fille, on vit pas du tout les choses de la même manière. Non, ça rend plutôt les choses plus compliquées. Ça rend pas les choses plus faciles. Ah ouais. Ça vous a pas aidé sur le plan sentimental, alors ? Pas vraiment. Non, on peut pas dire. Le meilleur moment de toute cette époque, ça a été quoi ? C'était une télé en Italie, parce que bon, C'est la ouate a été numéro 1 en Italie, mais les Italiens, ils étaient, nous, à côté, c'est rien, ils étaient tarés avec cette chanson. Enfin, et bref, mon plus beau souvenir, c'était donc en Italie, à Sienne, sur la grande place de Sienne, qui est juste un des plus beaux endroits du monde, où il y avait le Palio au Moyen-Âge, et il y avait une scène, c'était une grande télé italienne, et j'arrive sur le plateau et je commence à chanter la chanson, et il y a devant moi, je sais pas, 5 000, 10 000 personnes qui la chantent du premier au dernier mot. Ah ouais. C'était inouï. Ça fait drôle. C'était inouï, j'étais complètement portée, c'était fou, quoi. Et puis, l'endroit était tellement beau. Et le pire moment de cette époque ?
J'ai un peu l'embarras du choix. Ah ouais. Oui, les coulisses de tout ça étaient pas très marrantes. Ouais. Pas très marrantes. Derrière tout ça, il y avait beaucoup de souffrance. Voilà, quand on est devant et qu'on prend la lumière, il y a des gens qui sont pas devant, qui prennent pas la lumière, qui souffrent. Et donc voilà, c'était pas évident. Le revers de la médaille, c'est les problèmes que vous avez eus avec un des co-créateurs de la chanson? Oui, tout ça a été très compliqué. Ouais. Mais pour des raisons d'argent ou pour des raisons de reconnaissance médiatique? Les deux. Les deux. Ce qui était terrible aussi à la sortie de ça, c'est que vous n'étiez pas une chanteuse, en fait, vous étiez plutôt une chanson. J'étais devenue un trou avec du vinyle autour. Le soir, je cherchais ma pochette pour aller me coucher. Bon, c'est quand même moyen. Ouais. Oui, ça a cristallisé, ça a figé votre vie, quoi, d'une certaine façon. Oui, et puis enfin, le problème, c'est surtout que je suis une artiste, donc ma vie d'artiste, elle n'a pas commencé à Selawat et elle ne s'est surtout pas arrêtée à Selawat. Ouais. Donc, c'est un peu particulier à gérer. Il y a des moments où, quand même, on a l'impression d'être fou, quoi, parce que les gens vous renvoient un truc, on se dit, mais attends, je suis pas une chanson. Bon, déjà, je suis pas une chanteuse, mais en plus, je suis pas une chanson. Vous êtes retrouvé coincé dans un tube, en fait. Oui, un temps. Alors, le retour sur Terre, après tout ça, ça a été comment? Violent. Bah oui, parce qu'on part à 3000 à l'heure, c'est complètement grisant, c'est fou, c'est extraordinaire, et puis on voit pas le mur arriver, et puis on se le prend, quoi. Ouais. Mais d'une certaine manière, je suis contente que les choses se soient arrêtées avec ce showbiz et cette variété, etc. Mais j'ai retrouvé c'est la mise en scène qui vous a sauvé. C'est la mise en scène qui m'a sauvé la vie, absolument. Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes nostalgique de cette époque de la Watt? Oh, bah, pas du tout. Alors, le contraire de nostalgique, hein, non. Ah non, chaque jour qui passe m'éloigne de cette époque et ça m'arrange. Oui, oui. Non, parce que franchement, ce que je fais maintenant est beaucoup plus fort, c'est beaucoup plus profond, c'est beaucoup plus riche. Parce que faire un tube comme ça, c'est magique, c'est extraordinaire. Enfin, c'est quand même que 3 minutes 30. C'est quand même qu'une page et demie de texte. C'est fou. Tu vois, je veux dire, c'est quand même... Mais ma vie d'artiste est beaucoup plus riche depuis 15 ans qu'elle n'était avant le tube. Alors, si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je prendrais un bon avocat. Et je ferai attention à ce que je signe. Parce que c'est vrai qu'à l'époque, on me donnait un papier blanc et je signais, j'en avais rien à foutre. Puis je pouvais pas imaginer que ça allait être aussi fou, cette histoire. Alors, s'il fallait trouver une épitaphe pour vous, qu'est-ce que vous marqueriez? Un grand pas pour moi, un petit pour l'humanité. Non, j'avais trouvé un truc qui était marrant, c'est la vie, c'est pas coton. Oui, aussi, oui. Bien, bah, écoutez, merci, au revoir Caroline. J'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Bon, j'espère qu'elle va pas s'éteindre tout de suite quand même. Hein, non. Hein, on va laisser la lumière allumée. Merci. J'accueille Jean-Pierre Rive. Rive encore, Rive toujours. Rive encore, Rive toujours. Oui, hier, Casque d'Or a ratissé tous les ballons et a balayé toute la pelouse du Parc des Princes. Indéracinable, Rive s'est imposé aussi par sa présence, ce petit plus qui en fait un grand. Rive a horreur qu'on lui marche dessus, même si un terrain de rugby n'est pas un salon où l'on échange des douceurs. Quelques Australiens s'y sont piqués, et Markela n'est pas encore revenu de la façon de Rive de lui serrer la main. Est-ce que Jean-Pierre Rive a fait un grand match? Vous savez, ce que je fais, ce que je ne fais pas, c'est pas très important. Pourtant, c'est de gagner. Parce que c'est ce que tous les garçons ont mérité. Je suis très heureux pour eux. Un de mes confrères a dit Jean-Pierre Rive a les cheveux de plus en plus longs et le souffle de plus en plus court. Qu'est-ce que vous répondriez à ce confrère si vous étiez à la place de Jean-Pierre Rive? Je vais répondre, mais tu es gonflé, toi. Je sais pas si j'ai le souffle court, mais toi, tu es gonflé. Tout le monde en a parlé à retrouver Jean-Pierre Rive près de Sainte-Maxime dans le sud-est de la France. Il est aujourd'hui sculpteur et nous présente son œuvre. Du monumental, du brut, de l'original. Tu prends les trucs à trappe comme ça, là, des poulpes, tu sais, là. Tu attrapes les barres, je les plie, après je les coupe et je les assemble. Je fais ça, alors on m'a dit pourquoi tu fais ça? Je dis parce que je sais pas faire autre chose. J'ai pas eu vraiment de transition puisque j'ai arrêté une activité pour me consacrer à une autre. Un art qui lui a permis d'accéder au rang d'officier de l'Ordre national du mérite. Là, il a trouvé un style qui lui correspond complètement.
une petite ferraille, il en fait une œuvre d'art. Ouais. Magnifique, légère. Et dans la vie, il est comment, Casque d'Or? Il transforme un petit univers, un univers de rêve. C'est un rêveur, un poète, enfin, c'est un homme génial, quoi. Alors le petit blond là, il s'appelle Kino. Il a perdu une botte. Une botte. Là, t'as vu ici. Là, il a perdu une botte. Même sa vie de sculpteur, Jean-Pierre veut la vivre en équipe. Il nous emmène maintenant dans l'atelier de l'un de ses amis artistes. Ah, ça c'est bien. C'est bien ça. C'est marrant comment tu fais. Du plomb. Oui, oui. Tu sais qu'il faut faire attention quand même avec le plomb. Et à ton âge, justement, il faut qu'on fasse nous attention. Tu crois? Oui, le plomb, ça te fout le saturnisme. Oui. J'ai des amis qui sont des sculpteurs qui n'ont pas joué au rugby, j'ai des amis qui ont joué au rugby qui n'ont pas fait de sculpture, mais enfin, quand on se réunit tous ensemble, on parle de la même chose. C'est l'invention qui nous intéresse. Aujourd'hui, Jean-Pierre Rive quitte temporairement le monde de la sculpture pour retrouver ses copains du rugby. Direction Paris pour la conférence de presse des Barbarians, club de rugby VIP. Il retrouve Denis Charvet, ancienne gloire du 15 de France lui aussi. Il n'a pas changé. Voilà. Il a pris quelques kilos en plus, ça il n'aime pas trop, mais autrement il n'a pas changé. J'ai connu de très près Jean-Pierre dans son évolution aussi artistique, et comme ça a été dur, mais il s'est donné à fond, comme il s'est donné à fond dans tout ce qu'il entreprend, et de s'imposer en tant que Jean-Pierre Rive sculpteur, c'est formidable. Le célèbre Serge Blanco est tout aussi admiratif de son ancien collègue de terrain. C'est fort de pouvoir partir, de quitter un art pour partir dans un autre. Parmi les invités, Max Guazzini, président du Stade français. C'est une personnalité très très forte dans le rugby, qui a priori est au courant de rien, mais qui sait tout, qui connaît tout, qui a des idées bien arrêtées et justes d'ailleurs. Et Jean-Pierre parle de son art à toute heure. Dès que tu as le soleil dans le dos, c'est mieux. Ouais, c'est à 24,70. Et t'es au plus près là, non? Je peux zoomer un petit peu dedans. C'est super, hein, voyons. C'est beau, ça. C'est beau, ça, hein? Ouais, c'est beau. Mais pour l'instant, on fête un anniversaire. Je suis là, et au nom de tous mes petits camarades, pour vous annoncer que le BRC, le Barbarian Rugby Club, a 30 ans aujourd'hui. Jean-Pierre Rive n'est certes pas un grand orateur, mais cela ne l'empêche pas de dire ce qu'il pense, n'en déplaise à certains. On n'a jamais parlé à un agent, on ne connaît pas le nom des agents pour le moment. Et on espère que ça va le rester, parce que nous, les Babas, on ne veut pas parler avec des agents, on veut parler avec des présidents, avec des gens du rugby. On ne veut pas parler avec des gens du commerce. Voilà. Enfin. Bon, alors moi, je ne serai plus président, je vous le dis. Fin des allocutions. Vous avez des questions? Il est temps de passer aux collations. Le bar est ouvert? Au bar, il retrouve ses anciens coéquipiers, fins connaisseurs de sa carrière, qui le soutiennent dans cette reconversion artistique. Il a aussi, dans son petit terroir autour du cœur, il a ce ballon ovale. Heureux hasard, en contrebas se dresse une sculpture d'Albert Ferraud. C'est un maître, mon maître. Voilà. Elle est super. C'est lui qui a donné à Jean-Pierre l'envie de sculpter. C'est un inventeur, c'est formidable. Après avoir inscrit son nom dans l'épopée du rugby, Jean-Pierre Rive laissera-t-il une trace dans le monde de l'art ? Retour au parking, juste après la pub. Et maintenant, la lumière se rallume sur Jean-Pierre Rive. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé, Jean-Pierre. Bonsoir, Thierry. Alors, vous êtes né le 31 décembre 1952 à Saint-Simon, dans la banlieue de Toulouse. Votre père était militaire de carrière et il travaillait sur la base aérienne de Toulouse. Il était pilote dans l'armée de l'air, voilà. Alors, famille de sportifs, hein, votre grand-père était champion de vélo. Oui, c'est exact, oui. Alors, vos parents, eux, c'était le tennis. Et vous, au départ, vous commencez à jouer au tennis. Et vous vous mettez au rugby parce que votre cousin, Jean-Louis, il joue. Il y a le prof de gym, monsieur Cassagne. Absolument. Ah. Je suis passé à travers la vitre du gymnase et il en a conclu que j'avais quelques aptitudes pour jouer au rugby. Ouais, il faut que tu te mettes au rugby. Voilà, il m'a dit vas-y, viens. Et puis je suis arrivé dans un club qui s'appelait le TOEC. Voilà, alors le
Toulouse Olympique Employé Club, qui est une sorte d'université populaire du rugby, quartier des Minimes, là où habitait Nougaro d'ailleurs. Hein. Absolument. Et là, on m'a dit prendre le ballon et on m'a trouvé quelques qualités. On m'a dit il faut revenir la semaine prochaine. Et voilà, puis ça s'est jamais arrêté. Après, il y a eu Beaumont-Lomagne. Alors, Beaumont-Lomagne, c'est un gros village à une cinquantaine de kilomètres de Toulouse et qui pratiquait le rugby comme un culte et qui était en première division. Hein. C'est un village de 4000 habitants. Il y avait 8000 personnes au stade. On ne sait pas d'où venaient. C'était formidable, une expérience magnifique où j'ai gardé des amis merveilleux. Oui. Alors ensuite, Stade Toulousain, et en 1975, l'équipe de France. Alors les Français tombent alors sous le charme. Et on voit partout des photos de vous couverts de boue et de sang. Et vous dites, c'est vrai, j'ai souvent du sang sur mon maillot, mais c'est le mien. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai dit, mais ça doit être, si c'est pas moi, c'est Roger Coudert. Donc... Justement, la télé fait beaucoup pour votre starification. Roger Coudert, c'est lui qui a trouvé le surnom de Casque d'Or. Oui, c'est Roger qui m'a fabriqué un petit peu. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la télévision qui a fait autant pour un sport que Roger Coudert pour le rugby? On devrait lui faire une statue. Oui. À la fédération de rugby. Oui. Il a fait le rugby aux Français, quoi. Oui, à tout le monde. Alors, quand Jacques Fouroux prend sa retraite, vous devenez le capitaine courage des tricolores, encore du Roger Coudert. Hein? On m'a téléphoné à 1h du matin en me disant tu sais Jean-Pierre, tu vas être capitaine de l'équipe de France. Je dis c'est pour me dire une bêtise pareille, laissez-moi dormir. Et puis il m'a dit non, c'est très sérieux. Puis j'ai dit on va essayer, et puis voilà. Et puis ça a duré un petit moment. Ouais, ça a bien marché. Alors on va pas tout refaire parce que c'est une aventure incroyable. Mais le sommet, c'est le 14 juillet 1979, avec le 15 de France, face à la Nouvelle-Zélande. C'est la première fois que la France battait la Nouvelle-Zélande. Oui, un vrai miracle. Ouais. Oui, un vrai miracle. Pas un miracle. Vous aviez quand même entraîné les mecs pendant une semaine dans la forêt. Oui, enfin, oui, on était prêts pour rentrer à la maison, pas pour jouer vraiment, mais on a gagné. Vous aviez la rage, hein? Un petit peu, de temps en temps, ça arrive. Alors, évidemment, ce qui est le plus incroyable dans cette histoire, c'est le public d'Auckland qui vous ovationne comme si c'était leur équipe qui avait gagné. Vous dites, ce jour-là, j'ai pris la plus grande leçon de sport de ma vie. On n'a pas beaucoup l'habitude, surtout dans les pays latins, d'avoir ce type de réaction. Et ces gens sont d'une grande civilité, ils sont extrêmement sportifs. La Nouvelle-Zélande, c'est certainement le pays du rugby. S'il est né quelque part, le rugby, il est né là. Et les gens aiment le rugby avant tout. Et c'était quelque chose, on s'est senti, on avait gagné un miracle, mais je suis parti de là en disant merci, excusez-nous. On s'est presque excusé d'avoir gagné parce qu'on se sentait tellement petit au milieu de ces gens-là. Enfin, moi, c'est le souvenir que j'en ai. Alors vous dites, c'est ça le rugby, l'histoire d'un ballon avec des copains autour, et quand il n'y a plus le ballon, il reste les amis. C'est vrai que le rugby a quand même cette particularité par rapport à d'autres sports d'être une vraie confrérie, quoi. Une vraie confrérie, c'est-à-dire que le jeu même vous oblige à avoir une certaine attitude, parce que en fait, c'est un sport unique dans le sens où c'est un sport de combat, mais un sport d'équipe. Et c'est rare. Il y a des sports de combat, il y a des sports d'équipe, mais les deux en même temps, c'est difficile. Alors ça crée des liens un peu spéciaux, et quand on a fait la guerre ensemble, les garçons, surtout, ils n'aiment pas bien se quitter, donc ils restent longtemps copains. Et c'est le cas. Alors, vous êtes toujours potes aujourd'hui. On est toujours potes. Avec les mecs de l'époque. Alors, hormis l'Afrique du Sud, vous avez battu toutes les grandes nations du rugby mondial. Vous êtes le premier rugbyman à être devenu une personnalité du sport français. Quelles ont été les réactions de votre entourage, vos parents par exemple? Mes parents sont restés assez neutres. Mon père assez neutre. C'est un joueur de tennis, donc le rugby c'était quelque chose qui regardait, mais qui... Je crois pas qu'il ait... Non, je crois qu'il aurait aimé que je sois plutôt un joueur de tennis. Donc si je suis quelque part un échec pour lui, non, je dis ça, je plaisante, mais je le salue parce que j'ai un père formidable et une maman qui est toujours maman et merveilleuse et qui venait pas au match. Et la seule fois elle est venue, elle me cherchait sur un stade qui était un stade de foot, donc c'est vous dire qu'elle était à peu près... Elle ne connaissait rien aux règles, mais non. Mes parents sont restés ce qu'ils étaient, ils n'ont pas changé. Ce qui l'intéressait à ma mère, c'est que quand je prenais des coups, ils disaient oh, est-ce que tu as pas mal, voilà, où est-ce que tu as mal? J'ai dit plutôt ça. Et quand je rentrais le soir, elle me disait
où est-ce qu'ils t'ont tapé. Oui. Des réflexes de maman. Avec les médias, ça se passait comment? Ça se passait très bien, c'était très amical. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus organisé. Il y a des conférences de presse, tout est devenu très professionnel. À l'époque, on déjeunait avec les uns, on faisait la fête avec les autres, ils rentraient dans le vestiaire. Maintenant, j'ai l'impression que c'est un peu plus compliqué pour eux. Question conquête amoureuse, ça vous a aidé ces photos ça aide beaucoup. Oui. Oui, il faut dire que de passer à la télévision, ça aide. Enfin, vous en savez quelque chose peut-être, je ne sais pas, mais non, ça aide beaucoup. Ça aide beaucoup. Le rugby aide un peu, la télévision aussi, ça aide beaucoup. Alors le meilleur moment de toute votre carrière, c'est quoi? Il y en a eu tellement, puis c'est pas tellement des moments. Je crois que dans le rugby, ce sont les gens. Autant on peut oublier les moments, mais je me rappelle de tous les gens avec qui j'ai fait un bout de route, et ça a toujours été quelque chose. Et c'est ça, cette espèce de fraternité du jeu. Vous savez, qu'on soit en Buenos Aires ou en Nouvelle-Zélande ou en Afrique du Sud, quand il y a la bagarre, c'est la bagarre. Ça sert, mais après la bagarre, il y a toujours eu des grandes fêtes, des grandes soirées. Et le pire moment? Le pire moment, c'est certainement le jour où on arrête cette chose-là. Parce qu'on vous enlève votre jouet, mais bon. Moi, j'ai eu la chance d'avoir d'autres passions, d'autres intéressements, on va dire. Mais c'est dur quand on n'existe que pour ça, qu'on est fait pour ça, et qu'on est en force, on devient une machine à ça. Et le jour où ça s'arrête, c'est difficile. Il faut faire avec. Il y en a qui le gèrent plus ou moins bien. Vous arrêtez au soir d'une défaite contre l'Écosse à Murrayfield. Vous décidez de quitter l'équipe de France et vous dites: on sort par la porte que l'on veut, moi je sors par la porte de l'infirmerie. Ça veut dire quoi? C'est très laconique. Oui, non, parce qu'on me dit, oui, sortir par quelle porte? Je dis, moi je sors par la porte de l'infirmerie parce que j'étais blessé, que je savais que ça c'était un peu difficile. Et je suis sorti par la porte de l'infirmerie. Bon, je veux dire, à dérober. Je suis venu là par hasard, je suis sorti un peu par... Sur un coup du sort, je trouve que c'est un peu normal que les choses se commencent... comme elles sont commencées pour moi, j'ai gagné, comme disait un de mes copains, il disait j'ai gagné un concours de circonstances. Et là, j'ai fini à l'infirmerie, je suis sorti par derrière, et puis voilà, c'était pas si compliqué que ça. Ce n'est qu'un jeu, il n'y a rien de. On confond souvent le grave et le sérieux. C'est sérieux, mais c'est pas grave. Très bien. Bonne formule. Alors, 2 ans plus tard, en 1986, donc vous décidez de prendre une retraite définitive. Vous faites cadeau de vos trophées, de vos maillots, vous distribuez tout. Et la seule chose que vous n'oubliez pas, c'est les gens avec qui vous avez joué, mais vous vous délestez de tous ces oripeaux de la gloire. Oui, parce que je l'avais fait déjà en chemin, parce que je trouvais que s'attacher à des breloques ou à des trucs, c'est pas très important. C'est les souvenirs que l'on a, tout ce qui sert à se fabriquer. Se fabriquer les gens que vous croisez, c'est surtout les gens qui comptent. Et ceux-là, on les donne jamais, on les garde pour soi. Alors après, c'est une autre vie. D'abord, comédien. Comédien, je suis pas... Je crois pas que ce soit dans mon caractère. Ça. En revanche, trop de lumière. Là où ça marche super bien, c'est la sculpture. La sculpture, c'est autre chose. La sculpture, c'est certainement la seule réponse intéressante que j'ai trouvée à la question essentielle. Et puis j'ai surtout rencontré des gens étonnants. J'étais oui, Albert Ferraud et Ladislas Kino qui m'ont remis au monde, quoi, quelque part. C'est très étonnant de vous voir sculpter avec des IPN. Quand j'étais jeune, je voulais faire les beaux-arts, mais c'était pas bien à l'époque. C'était les cheveux longs, les gens. Fils de pilote. Non, on faisait plutôt un truc un peu plus sérieux, même si mon père était un peu à part quand même. Il était plutôt un voltigeur, je veux dire. Mais enfin, ça faisait pas partie du programme, quoi. Mais bon. Et puis donc j'ai toujours eu cette curiosité des formes et des couleurs. Et un jour j'ai rencontré donc Albert Ferraud, qui est un homme merveilleux, je suis entré dans son atelier et j'en suis jamais sorti. Je suis tombé amoureux de son travail, de sa famille, de lui. J'ai acheté une maison à côté de chez lui. Et tous les jours, j'étais là. Je lui portais les croissants et je lui disais, je vais vous aider. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais tes trucs? Et petit à petit, voilà, et ça fait 35 ans que ça dure. Ça marche très bien. Ça marche, oui, ça marche parce que ça m'empêche de dormir, ça me réveille quelquefois. Et je me sens moins stupide le soir quand j'ai fait quelque chose. Je me sens un peu moins idiot, quoi. Vous êtes nostalgique de l'époque de Casque d'Or? Non. Non, ça a été un merveilleux moment. Je crois qu'il faut vivre. Et puis des choses changent. Il faut
faut vivre avec son époque. Je ne suis pas nostalgique. Je suis nostalgique des copains parce c'était une autre époque, mais c'était bien et aujourd'hui c'est bien aussi. Donc j'ai une chance inouïe. Je suis très 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 chanceux. Ouais. Si c'était à refaire, Jean-Pierre, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je suis un instinctif, donc je ne peux pas calculer. Alors je sais pas si... Je ne peux pas calculer ce que je vais faire, je ne peux pas calculer, un peu c'est comme quand je fais une sculpture. Je ne sais pas, je peux même pas calculer comment j'aurais pu faire autrement. Je fais ce que je peux, c'est déjà pas mal. Et donc je ne peux pas calculer, dire ce que j'aurais fait ou que je n'ai pas fait. Si je n'avais pas fait ce que j'ai fait, je ne serais pas qui je suis. Et si je n'étais pas qui je suis, je ne ferais pas donc ce que je vais faire. C'est un peu compliqué, votre question. Donc tout va bien. Le jour où vous allez disparaître, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe comme épitaphe? À tout de suite ou à bientôt, quelque chose comme ça. D'accord. À très vite. À très vite, toujours, je sais pas, oui, ou quelque chose, je sais pas, c'est pas quelque chose qui me hante, même si j'ai 2 petits garçons aujourd'hui, donc j'aimerais les voir longtemps, mais bon, c'est tout ça. Le reste, j'ai eu beaucoup de chance, je souhaite à tous les enfants d'en avoir un petit peu comme ça, et surtout de partager un peu cette fraternité du jeu, sans tomber dans un boy-scoutisme exacerbé qui donne un sens à la vie, et quelquefois un sens commun, c'est encore mieux. Alors, c'est ça que je peux souhaiter à mes enfants et à tous les enfants. Merci, j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous, Jean-Pierre. Merci beaucoup. C'est très gentil, merci Thierry. J'accueille Henri Chapier. Moi, j'aimerais savoir à quel âge avez-vous découvert qu'il y avait dans votre voix quelque chose d'incantatoire? Oh, il y a 10 ans. Oh, ben non, c'est pas possible. Bah si, je vous assure. Moi, j'ai jamais pensé à ma voix. Moi, on m'a parlé de ma voix, ça fait seulement 10 ans. Et non, mais parce que c'est l'affectivité, tout de même. L'inflexion d'une voix, c'est tout, ça. Oui, mais moi, je crois qu'on s'est mis à parler de ma voix quand on n'a plus pensé à moi comme objet sexuel. Ah non, pas du tout. En tout cas, moi, j'ai remarqué qu'on parle de ma voix depuis 10 ans. Tout le monde en a parlé à retrouver Henri Chapier à Paris dans un bistrot où il a ses habitudes du matin. Je commence toujours ma journée par une revue de presse. Et je les lis absolument tous, évidemment. Mais il y a d'abord les radios. Ben, les radios, c'est au saut du lit. C'est aussi une journée qui commence avec Mickey. Hein. C'est la mascotte du Select. Il est tout à fait célèbre, hein, ce chat. Il est merveilleux et il reconnaît, il dit bonjour. Le chat embrassé, le café bu et les journaux lus, direction d'autres nourritures spirituelles et la très branchée Radio Nova. Henri y tient chronique, signant un billet d'humeur quotidien sur la politique. Regardez le soleil que j'ai préparé pour vous. J'ai même réglé les feux, hein, pour qu'ils soient tous verts. Bon, ben, on y va alors. On y va. Là, il y a ma copine Mathilde, mais je crois qu'elle bosse. Je vais l'embrasser après. On va commencer par un festival. Des festivals en veux-tu, en voilà, n'est-ce pas? Absolument. Mais oh là, je me suis planté. Merci. Merci Henri. Merci Guillaume. Oui. Voilà. Henri Chapier, esthète, intellectuel et grand consommateur de culture, a un emploi du temps de ministre. Direction la Maison européenne de la photographie, il en est le président. Et nous voici dans son bureau, son second chez lui. Alors ça, tout ça, ce sont... tout ce qui est là est personnel, hein, parce que j'ai pas de flash chez moi. C'est ici qu'Henri officie. Yannick est son assistant. C'est passionnant, on apprend beaucoup de choses. C'est fatigant parfois, mais c'est toujours très agréable malgré tout. Pas question d'être estampillé has-been, il surfe sur le web. Un peu d'utilité quand même.
Mais ça fait qu'au lieu de voir que les gens, au lieu d'établir des rapports un peu chaleureux, on est le nez sur l'ordi toute la journée et on communique sur des bêtises. J'ai chaud, j'ai froid, viens ce soir, ne viens pas. C'est grave. Ici, son pire ennemi, c'est l'ascenseur. C'est un monde de charge parce qu'on n'a pas de véritable ascenseur. Et donc, c'est la plaie de cet endroit. On a comptabilisé le temps perdu. Mais vraiment, sérieusement, ça a été ouvert en 96 et j'ai perdu 2 mois de ma vie. Terrifiant. Nous voici dans la salle où se tient l'exposition consacrée à Karl Lagerfeld. Les deux hommes se sont rencontrés il y a bien longtemps. Je vois un mec avec une voiture rouge. J'ai vu que c'était immatriculé à Munich. Donc je lui ai parlé en allemand. Et comme il y avait une sorte de mini-grève de transport, je lui ai demandé où il allait. Et moi, j'allais à la bibliothèque Richelieu. Et j'ai fait un stop. Voilà comment j'ai connu Lagerfeld. Henri nous emmène maintenant au siège du Parti communiste français où l'attend Marie-Georges Buffet. Bonsoir. Bonsoir. La soirée est dédiée à Mumia Abu-Jamal, icône des opposants à la peine de mort. Ce soir, Henri présente le docu-fiction sur les Black Panthers qu'il a réalisé en 1968. Henri Chapier, l'homme de culture, est également un homme de conviction. Et maintenant, la lumière se rallume sur Henri Chapier. Bonsoir Thierry Ardisson. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé, Henri. Donc vous êtes né le 14 novembre 1933 à Bucarest, en Roumanie, où votre père, avocat international, était détaché auprès de la légation de France pour établir des contrats franco-roumains pour des compagnies d'hydrocarbures et des sociétés de téléphonie. Oui, il y avait beaucoup de pétrole en Roumanie à cette époque-là. C'est quelqu'un d'important, votre père. Oui, il faut croire qu'il a rendu des services jusqu'au bout. Oui. Voilà. Alors votre mère, actrice d'ascendance autrichienne, avait renoncé à ses rêves hollywoodiens lors de son mariage pour devenir interprète et traductrice. Oui, j'ai beaucoup reproché d'ailleurs, parce qu'elle avait du talent. Elle était très belle en plus. Elle le regrettait. Je sais pas, elle a transféré un peu sur moi, mais moi je ne suis pas devenu acteur. Je suis tombé dans le cinéma, dans l'image. Voilà. Alors, vous avez été élevé par des gouvernantes allemandes. Oui. Ce qui fait que vous êtes méthodique, discipliné, voire obsédé. Un teuton parfait. Ah oui. Oui. Question sexe, votre mère, qui était freudienne, avait mandaté un ami à elle, freudien lui aussi, pour tout vous apprendre à l'âge de 10 ans. Vous savez, c'est assez perturbant, parce que j'avais aucune connaissance dans ce domaine-là, et après, il m'a incité à faire des choses qu'on ne devait pas faire. Alors, vous finirez par conclure à l'âge de 16 ans, en compagnie d'une courtisane de Bucarest. Oui, absolument, qui avait 30 ans. Mais vous savez, cette expérience, ça ressemblait à celle d'Helmut Newton, qui a été élevé de la même façon, il me l'a révélé. Et c'était ça, les parents voulaient vraiment qu'un garçon sache comment on vit, voilà. Vous avez gardé un bon souvenir de la courtisane de Bucarest? Erika, oui, elle s'appelait Erika Reich, elle était super sympa, évidemment, et oui. Ben, je ne sais pas si elle m'a tout appris, ça reste à... Alors, vos parents quittent la Roumanie en 1947, expulsés par le régime communiste. Vous quittez le lycée de Bucarest pour la Sorbonne. Vous faites une licence de lettres. Et en fait, vous parlez anglais, italien, roumain, français. Enfin, vous avez fait des... Allemand aussi, évidemment. Allemand aussi, évidemment. Oui. J'ai eu la chance d'avoir ce don des langues. J'ai même fait des études d'interprétariat, parce qu'au début, il fallait quand même gagner un peu sa vie tout en continuant les études. Alors, à la Sorbonne, vous lancez dans le journalisme, vous créez Paris Lettres, qui est un journal étudiant, et ensuite, vous rentrez à Art, qui est une revue très, très importante à l'époque, et là, vous rencontrez François Truffaut, encore critique,
et Jean d'Ormesson, encore éditorialiste. Oui, il y avait des conférences de presse debout, tenues par André Parinaud. Et c'est là que j'ai tout appris, quand même. Et il me balançait, il me demandait de faire une page sur Lacan. Alors, aller voir Lacan, c'était quelque chose. Mais j'ai réussi quand même à le voir et à faire une page. Alors, à l'époque, vous êtes prof de français pour gagner votre vie, pigiste, notamment à l'Express, et vous remportez le prix du meilleur journaliste débutant. Oui, contre François-Henri de Virieux, qui m'en a gentiment voulu toute sa vie. Je lui ai dit, écoute, tu es allé beaucoup plus loin, il n'y a pas de quoi m'en vouloir avec l'heure de vérité. Alors, la même année, en 1959, vous entrez à Combat, journal de Smadja. Vous vous battez pour imposer les cinéastes de la Nouvelle Vague. C'était difficile? Oui, c'était absolument difficile parce que les autres n'aimaient pas, tout simplement. J'ai pas eu un grand mérite. J'étais passionné et puis je suis bien tombé. C'était des congénères, presque tous. Godard, Truffaut, Jean-Daniel Valcroze, Agnès Varda, enfin. C'est vrai, je suis tombé au bon moment. Voilà. Vous faites des actions quand même d'éclat. C'est vous qui ramenez les bobines du film de Pasolini, Hackathon, de Rome à Paris. Je savais un peu ce qu'il faisait et je suis parti avec Pierre Calfon dans ce voyage parce que c'était lourd, vous savez, c'était les bobines 35, quoi. Et puis on a vu ça, on a beaucoup aimé. On s'est dit on trouvera bien le moyen de sortir ça à Paris. Et on a sorti le film au Panthéon grâce à Pierre Monverger. Alors c'est vous aussi qui rapportez le premier film d'Andy Warhol, Chelsea Girls, en France. Alors là, c'était une belle escroquerie de ma part, parce qu'on est passé par la valise diplomatique, grâce à Henri Langlois. Le patron de la Cinémathèque. Voilà, le patron qui lui, pouvait projeter ce qu'il voulait. Alors voilà, le cinéma, vous en faites également. Vous faites Un été américain, qui est un film très important sur les Black Panthers. Un film qu'on regarde toujours aujourd'hui. Après mai 68, je suis allé aux États-Unis et je me suis trouvé là encore le bon moment. Et ces Panthères Noires protestaient contre le traitement qu'ils subissaient de la part de la police. Ils étaient là sur le campus de Berkeley. Ensuite, avec un copain anglais qui avait une petite caméra, je lui ai dit, écoute, on va filmer ce truc, c'est incroyable. Et en s'approchant d'eux, eux avaient l'habitude des grosses équipes américaines et ils en avaient peur. Pourquoi? Parce qu'aussi, ils avaient commencé des exercices militaires d'autodéfense. Mais en nous voyant arriver tous les deux, ils se sont dit, oh, ben c'est des Frenchies, des pieds nickelés, c'est rien du tout. Et ils ont dit, allez-y, vous filmez. Voilà. Et comme ça, ce document est devenu une page d'histoire. Bien sûr. Vous faites un film qui s'appelle Sex Powers. Alors, Sex Powers, c'est un titre qui m'a valu de la part de François Chalais une descente en flammes sur TF1, ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de monde. Et en fait, c'est très chaste. C'est un titre qui était racoleur, mais le film, c'est le rêve que fait un jeune homme. Il hésite entre plusieurs femmes idéales. En fait, ce sont les femmes qui sont les héroïnes. Alors, c'est assez contre-emploi. Jane Birkin, elle, j'ai fait tourner en anglais. Bernadette Lafont joue le rôle de Salomé. Et Juliette Villard, qui n'est plus là, était une danseuse inaccessible. Et vous faites aussi un film qui s'appelle Amoret. C'était L'amour de Venise. Et j'ai pris là encore une héroïne pour incarner un peu cette ville magique que nous aimons tous. Voilà, et là vous devenez rédacteur en chef du Quotidien de Paris, puis éditorialiste culturel à France 3, puis rédacteur en chef du Soir 3. Tout à fait. J'ai fait 15 ans de quotidien quand même. Et ça n'est pas très facile tout ça. Ça n'a rien à voir avec une rédaction en chef de presse écrite, car tout change. Et jusqu'au dernier moment, vous devez bousculer l'ordre, le conducteur. Alors quand vous êtes rédacteur en chef au Quotidien de Paris, vous faites beaucoup pour la photo. Hein. Oui, en vérité, j'ai ouvert les colonnes du journal à la photo, ce qui fait que beaucoup plus tard, je me suis retrouvé en train de fonder le mois de la photo. Et là, le divan. Ah oui, le divan, je dois dire, c'est ce que les gens retiennent. Oui, c'est Freud à la télé avec vous dans le rôle de Sigmund. Un tout petit peu, mais il y avait quand même son image. Il m'a beaucoup apporté. Formidable idée. Hein.
Alors vous êtes freudien depuis l'adolescence en fait. Tout à fait, tout à fait. J'ai cassé une porte de la bibliothèque de mes parents, j'ai trouvé les 5 leçons, j'ai rien compris, je dois le dire. Après je l'ai relu évidemment, mais ça m'a marqué. C'est un succès fou le divan, toutes les stars s'allongent sur votre divan, c'est une émission qui reste enfin vraiment. Oui, tout à fait, elle passe à intervalles réguliers, il y a eu des coffrets, les gens dans la rue me demandent encore, ce que je trouve assez étonnant, parce que ça fait des années que ce rendez-vous n'a pas lieu tous les dimanches. Vos parents étaient encore là pour vous voir? Oui, absolument. Oui, ils ont réagi comment? Bien, ils ont réagi pas mal, pas mal du tout. Oui. Votre mère a dû voir finalement que ces leçons freudiennes avaient réussi. Oui, ça a marché, tout à fait. Vous avez gagné de l'argent en faisant ça? Non, parce que je n'ai pas été de la génération qui est venue après, c'est-à-dire créer une société. Non, ça se faisait en production interne. Il fallait en faire 3 par jour pour rentabiliser les coûts, alors que ce n'était pas très très cher. Pour vous donner une idée, on a calculé qu'en francs, d'autres fois en euros, je ne sais pas le dire, c'était moins de 50 000 francs. Oui, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment pas cher. Est-ce que ça vous a rapporté des conquêtes, cette célébrité, Henri? Des conquêtes amoureuses, non, ou alors je n'ai pas su, j'ai pas su les voir. C'était quoi le meilleur moment de cette époque du divan? Ah, mais ce sont les femmes qui sont à l'aise et intéressantes. Enfin, je ne peux pas en dire une, mais à la file comme ça, Jeanne Moreau, d'abord, elle était étonnante. Simone Veil, Jane Birkin, enfin... Des moments exceptionnels parce que elles non plus n'avaient pas l'impression d'être à la télé. C'est ça. Et le pire moment de cette époque? Le pire moment, évidemment, c'est quand tout à coup ça a cessé. Alors voilà, il y a eu 350 divans pendant 7 ans et demi. À ce moment-là, Jean-Pierre Elkabbach arrive à la tête de France Télévisions. Il supprime l'émission. Il faut dire que vous ne l'aviez jamais invité. Oui. Oh, mais je crois qu'aujourd'hui, on peut jeter la rancune à la rivière parce qu'il a culpabilisé après, je peux vous dire. Il a culpabilisé, il m'a dit j'aurais pas dû, mais je venais d'arriver. Bon. Mais alors, c'est marrant parce qu'il vous envoie un petit mot en vous reprochant d'avoir invité un cycliste. Et le cycliste, c'était Michel Drucker. Il était furieux que je... Oui, voilà, exactement. Mais il vous en voulait d'inviter Drucker et pas lui, finalement. C'est ça. Absolument. Vous avez fait la Maison européenne de la photographie, le mois de la photo, et maintenant Radio Nova, c'est incroyable. Radio Nova, c'est à cause de Jean-François Bizot. En 96, quand j'étais au jury du Festival de Cannes, il y avait une soirée Canal, justement, dans une boîte, et moi, j'aime bien la techno. Et il m'a dit, écoute, t'es quand même le plus jeune danseur techno, viens à l'antenne, j'ai une radio. Voilà comment ça s'est passé. C'est extraordinaire. Si c'était à refaire, toute cette histoire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Peut-être que je serais un tout petit peu plus attentif à la cour, au phénomène de cour. Parce que je suis un peu ours et ça, je ne sais pas le faire. Ah oui. Le jour où vous allez disparaître, qu'est-ce que vous voulez qu'on marque sur votre tombe? Quelle épitaphe souhaitez-vous? Je crois que je mettrai « Sortez-moi de là ». C'est très bien. Merci Henri. Je suis très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci beaucoup. Merci à vous. J'accueille André Lamy. Il est belge, il n'a que 24 ans. Il s'appelle Éric Lamy. André Lamy. André Lamy. Olympia 1950. La saison commence bien. Traînait bien chanter la mer. Ce soir, c'est pour lui le sommet de la gloire. Bonsoir maman. Bonsoir papa. Mourouzi a rendez-vous avec la une, mais la une n'est pas là et Mourouzi attend. Ils ont rendez-vous chacun pour sa chacune, chaque jour à 13h tapant. La une est là, la une est là, la une est là, mais Mourouzi lui n'y est pas. Pour le trouver, il faut la nuit, mais la une ne le sait pas. Et c'est ainsi que Mourouzi a rendez-vous avec la une, mais la une n'est pas là et Mourouzi attend. Papa dit tu l'as vu ça, lui.
Monde en a parlé a retrouvé André Lamy à Bruxelles. Chaque matin sur Belle RTL, la radio la plus écoutée en Belgique francophone, il égratigne la famille royale ainsi que tous les barons politiques nationaux dans Votez pour moi. Tout roule, je me suis arrangé avec Bart de Wever. On fait durer ces cris jusqu'à ce que le PS ait 80% d'intention de vote en Wallonie, à Bruxelles, et puis on fera enfin un gouvernement. Et puis on va aux élections. Une émission très écoutée, dans la veine de ce que Nicolas Canteloup et Laurent Gérard font en France. Ce matin, ils étaient très inspirés. Et d'ailleurs, j'ai un scoop. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? J'ai un scoop. Quoi? J'ai eu un message du coprésident d'Écolo, Jean-Michel Javot, qui a dit à 8h38, grandiose, votez pour moi aujourd'hui, inspiré. Ah, c'est pas une blague. Rentré en Belgique, André Lamy a su retrouver un second souffle avec la satire politique. La renaissance d'André en Belgique francophone s'est faite au travers de la radio et de Voter pour moi. En Belgique, il a trouvé le filon, en fait. Ça ne m'étonnerait pas que dans les mois qui viennent, ou l'année qui vient, il joue une pièce à Paris. C'est toujours un risque quand on prend un imitateur qui est moins dans les feux de l'actualité. La critique, souvent, nous tombe dessus en disant « Mais qu'est-ce qu'ils ont encore été chercher André Lamy, c'est quand même incroyable, il y en a quand même d'autres. » Eh ben oui, il y en a d'autres. Mais André reste le meilleur. Dehors, monsieur Lamy. La satire politique, c'est un genre très pratiqué en France, mais plus rare en Belgique. La caricature politique en Belgique, c'est récent, ça. Des imitateurs qui font les hommes politiques, il n'y en a qu'un seul. Je suis le seul à avoir investi. L'émission terminée, André entame son marathon de la journée. Bonjour. Radio, télé, internet, André Lamy joue de tous les médias. Alors, cette semaine, c'est pas possible. La semaine prochaine, sans problème. Avant de continuer sa journée de travail, André nous fait découvrir son appartement où il vit seul. Alors, voilà. On a des mots différents pour les choses. Par exemple, si vous appelez ça, on appelle ça une cheminée, vous appelez ça une cheminée, on appelle ça un feu ouvert. Par exemple, vous appelez ça de la moquette, c'est du tapis plein ici. Alors, comme on peut le constater, c'est un musée Laurel et Hardy. Et l'on découvre sa passion pour le plus célèbre duo comique. Là, vous avez la bibliothèque Laurel et Hardy, tous les bouquins qui ont été faits sur eux. Tout ce qui concerne les photos de Laurel et Hardy, je ne sais pas, il y en a avoir 2000, 2005, originales. Ah, ça, c'est une chose. Le plus intéressant, c'est celle-ci, parce que c'est surtout des objets datant des années 30. Là, il y en a encore, voilà, ma chambre. Et alors là, il y a la cinémathèque. Voilà, ça c'est ma cinémathèque personnelle en pellicule. Donc voilà, l'antre de la bête. Très populaire en Belgique, André Lamy ne regrette-t-il pas le vedettariat français? Bon, j'ai une vie magnifique, hein. Attends, je suis parti de pas grand-chose pour arriver pas très loin, mais je suis pas... J'ai une vie qui est... où je suis bien, où il n'y a pas de prise de tête, il n'y a pas de... Je suis assez heureux dans ma vie, même si je vis seul, mais je suis assez heureux dans ma vie, quoi. Direction maintenant le Comédie Centrale de Charleroi, une petite salle où il rôde son futur spectacle. Regardez, en mai dernier, il y a eu une manifestation à Bruxelles pour l'unité de la Belgique. Il y avait 1000 personnes à cette manifestation. Le même jour, il y a la Gay Pride, 40 000 personnes. Quand je vous dis que ce pays part en couille, je suis pas loin de la vérité. Un nom de Dieu, de nom de Dieu, de nom de Dieu. Et voilà. Un spectacle qu'André Lamy jouera dans toute la Belgique et peut-être aussi en France si le public le réclame à nouveau. Je peux pas dire je suis demandeur. Ici, je fais tout. Je fais du spectacle, je fais de la télé, je fais de l'internet, je fais de la radio. Je suis pas sûr que je pourrais faire la même chose à Paris. Et puis ici, à la différence de mes collègues français, je suis seul à faire ce que je fais. Au royaume des imitateurs, André Lamy est le roi des Belges. Et maintenant, la lumière se rallume sur André Lamy. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue dans Tout le monde en a parlé. Merci. Alors André, vous êtes né le 31 octobre 1962 à Ixelles, en Belgique, et vous avez passé votre enfance à Schaerbeek. Votre vrai nom, c'est Leveugle. Oui. Vous êtes appelé Lamy à cause de Serge Lama, c'est ça? Tout à fait. Ouais, c'est pas mal. Bon, il fallait trouver un nom. C'est sympathique, Lamy. Oui. Alors, dès votre plus jeune âge, vous êtes passionné par l'imitation. Votre première imitation, vous avez 10-11 ans, c'était Ringo. Oui, c'est vrai. Mais le Ringo des Beatles ou le Ringo de Sheila? Non, le Ringo de Sheila, quand même. Le Ringo de Sheila, J'ai pas été aussi loin.
Et là, vous enregistrez une musique cassette et vous l'apportez à votre maman en disant « Ça y est, regarde maman, je sais imiter quelqu'un. » C'est tout à fait vrai, ça. Tout à fait vrai. Vous aviez fait la chanson Caroline, trop belle pour rester seule. Vous étiez très fier donc de savoir imiter quelqu'un. Vous aviez envie d'être quelqu'un, vous vouliez sortir du lot quand vous étiez petit. Hein. Je voulais faire rire. Ouais. Ça, c'était mon truc. Ah ouais. Faire rire. Vers 7-8 ans, c'est avant votre première imitation, vous racontiez à tout le monde que vous étiez le fils de Roger Moore. Oh oui. Oui. Pourquoi J'étais fanat de Roger Moore. Je regardais Amicalement Vôtre à l'époque et je trouvais ses distinctions, etc. Peut-être un papa de substitution. Voilà. Enfin. Alors, votre premier spectacle en public, c'est à l'âge de 16 ans, à l'école. Vous imitez De Vos, De Funès, Claude François, Serge Lama. Ma mère était elle adorait tout ce qui était variété. On passait notre vie devant la télé à regarder les émissions de variété, les Carpentiers, etc. Et moi, j'étais baigné là-dedans, quoi. Donc, et comme ma mère était un peu une artiste frustrée qui aurait bien voulu faire ça et qui était caissière de grande surface, la pauvre, donc, ça a beaucoup d'état sur moi. Et donc, j'ai fait ça, oui. Mais vous avez travaillé, vous, dans les grandes surfaces? Vous étiez rassembleur de chariots sur les parkings? Oui, et caissier. Et caissier. J'ai fait les deux. Et j'étais à la poissonnerie aussi, un peu. Quelle carrière. Quelle carrière. Alors, à 18 ans, vous lancez dans le monde du spectacle au Festival de Rochefort, en Belgique, qui est un tremplin. Et là, vous finissez parmi les finalistes. Oui, mais je suis dernier des finalistes. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Ça s'est très vite arrêté. Et là, je me suis demandé si j'allais continuer ou pas. Donc voilà. Mais vous décidez d'en faire un métier à ce moment-là? En faisant quand même... J'ai quand même fait du droit à l'Université libre de Bruxelles, mais très vite, ça ne m'a pas plu. Et voilà. Alors, première scène à 21 ans, au Black Bottom à Bruxelles. Oui. Et puis de la radio, vous faites, je trouve génial le titre de votre émission, La Folie des Glandeurs. Ah oui. C'est sur SIS, qui est une radio locale. J'ai connu le début des radios libres, où c'était une liberté totale, et j'ai appris mon métier là, en fait. Et vous êtes photographié sur scène, en train d'imiter Glandu, le personnage créé par Thierry Leluron, qui venait de mourir. La photo paraît dans Paris Match Belgique, on ne comprend pas très bien pourquoi, mais elle se retrouve sur le bureau des Hubert, qui étaient les producteurs de Thierry Leluron et de bien d'autres. Et les Hubert vous demandent une cassette, vous leur envoyez une cassette, et ils vous demandent de travailler avec eux. Oui, en même temps, j'étais très méfiant. Donc, je suis allé voir un avocat tout de suite en disant ils vont me rouler, ils vont me traîner dans la farine. Et puis, quand je suis arrivé là-bas, je suis tombé sur des gens extrêmement honnêtes et très droits. Et ils m'ont signé un contrat de 5 ans et je me suis dit allez, j'y vais, quoi. Donc, à 24 ans, vous quittez votre Belgique natale pour vous installer à Paris. Tout à fait. Alors, votre première à Paris était très bien organisée, c'était au Tintamarre. Il y avait tout le monde, il y avait Drucker, il y avait Foucault, il y avait De Chavannes, il y avait El Kabash. Bien monté le coup quand même. Oui, mais Gilles Paquet y était pour beaucoup. Alors très vite, c'est le succès. Vous devenez la star française de l'imitation, le successeur de Leluron. Vous êtes partout. D'abord sur Europe avec Philippe Gildas. Avec Philippe Gildas, oui. Pendant 3 ans. Fait l'ami public numéro 1. C'était autre chose que la radio libre. On tombait dans le professionnel. Moi, j'ai traversé ça un peu comme ça, en me disant bon, tout arrivait, boum, boum, voilà. Et puis France Inter avec l'énergie aussi. Oui. Alors là, il y a 2 ans de folie. Des fois, vous faites 4 spectacles par jour. Oui. La première année, je vais dire, d'exploitation d'André Lamy, on était passé à 400 spectacles dans l'année. Un rythme de fou. Et vous avez dîné avec Mitterrand? Une fois, oui. Pourquoi? Parce qu'il devait venir au Tintamarre voir le spectacle. Et puis, il y a eu un gouvernement qui a dû tomber ou un truc comme ça. On avait eu les motards qui étaient venus pour voir les issues, etc. Et puis, c'est par Jacques Attali que j'ai eu un repas à l'Élysée avec lui et Jack Lang à l'époque. Il vous a dit quoi, Mitterrand? Rien. Non, mais j'étais assez impressionné parce que moi, j'avais 24 balais, je me retrouvais devant qui m'a pratiquement pas adressé la parole d'ailleurs. Et puis, il vous a demandé de faire des imitations? Non. Non plus. Ça servait à rien. Non, mais ce qui intéressait beaucoup Jacques Attali à l'époque, c'est que je faisais un Mitterrand muet. Et il disait, il faut continuer à le faire muet. Oui, ça l'a arrangé, évidemment. Alors, on vous voit à l'Olympia, au Casino de Paris, au Gymnase, alors avec vos grands classiques, De Funès, Bourvil, Lama, Sardou, Mitterrand. C'est qui que vous preniez le plus de plaisir à imiter à l'époque? Il y en avait 2, De Funès et De Vos. De Vos parce que c'était... un poète. C'était tout, c'était un génie, oui. Et puis en plus, comme il m'avait très gentiment dit qu'il était mon parrain dans le métier, c'est Jacques Chancel qui me l'avait fait rencontrer. Là, ça a été un truc de fou. Alors, vous avez une réussite fulgurante qui est due sans doute à la disparition de Leluron et de Coluche pratiquement simultanément, quoi. Oui, tout à fait. Bah, alors ça, oui. Vous avez rempli un vide, en fait. Mais je faisais plus de comédien que Leluron, c'était pas pareil. Sébastien était venu voir le spectacle en me disant « Tu tiens plus de moi que de Leluron ». Enfin, c'était un peu un mix des deux, on va dire, voilà. Quelle a été la réaction de votre entourage quand vous avez eu cet énorme succès?
Mon père a toujours pris ça assez mal. Ah bon? Pourquoi? Mon père voulait que je sois policier. Il avait beaucoup d'ambition pour moi. Donc, et moi, je ne rêvais que de faire ça. Je suis parti assez tôt de chez moi pour faire ce métier-là. Je ne dis pas que j'ai mangé la vache enragée, mais enfin, je dois dire que j'ai gagné peu d'argent au début. Ouais. Puis après, il y a Paris qui s'est ouvert à moi d'une façon assez... un peu accidentelle, quoi. C'est pas un truc que j'ai voulu. Mais une fois que c'est arrivé, effectivement, je me suis goinfré, quoi. Ça, c'est clair. Et votre maman a trouvé dans votre carrière, finalement, quelque chose qui a compensé ses frustrations personnelles. Oui, tout à fait, oui. Et en même temps, ils avaient tous les deux très peur que ça s'arrête. Voilà. Ouais. Et vos amis? J'ai jamais eu beaucoup d'amis. Déjà, je suis quelqu'un de très solitaire. D'ailleurs, en ce moment, vous habitez seul? Oui, avec Laurel Hardy, mais enfin... Laurel Hardy et mon chat. Et votre chat, quand même. On est 4. Vous avez gagné de l'argent à l'époque? Beaucoup plus qu'on ne croit et moins qu'on pense. Ah oui? Oui, non, j'ai gagné ma vie, oui, mais j'avais 3 producteurs. J'avais Gilles Paquet, Hervé, Philippe Hubert. Ouais. Donc ça faisait beaucoup de gens à nourrir. Vous n'avez pas mis de l'argent de côté pour plus rien faire? Ah non, ça je rassure tout le monde. Tout le monde se pose. Non, pas du tout alors. Et question amour, ça vous a aidé? Pas du tout. Ah bon? Oui, ça m'a aidé, oui, parce que c'est vrai que ça tombait des arbres à un moment, alors que j'avais une vie amoureuse assez morne avant ça. Et puis surtout, il y en a une qui m'a mis le crapin dessus et qui m'a fait un enfant. Donc là, je me suis retrouvé dans le bain assez vite, oui. Ah ouais. Voilà, un petit garçon qui a 21 ans aujourd'hui. Quel était le meilleur moment de cette époque? Le fait de me prouver à moi-même que je pouvais y arriver. Voilà. Ça, c'était une très bonne thérapie, en fait. Moi qui avais été un gamin assez taiseux, qui restait au fond de la classe, qui ne bougeait pas, du jour au lendemain, ça m'a donné plus d'assurance. Paris à vos pieds? Oui, bon, enfin bon, c'était tout est relatif, comme dit Einstein. Mais c'était très agréable, avec toujours, comme je suis un pessimiste de nature, je me disais toujours pourvu que ça dure, un peu comme Laetitia Bonaparte. Et puis ça n'a pas continué. Ouais. Pourquoi vous y croyez pas assez, peut-être, non? Ça a été très vite, beaucoup trop vite d'ailleurs. Et ça, je m'en rendais compte même au moment où j'y étais. Mais en même temps, on se dit, ça va trop vite, mais qu'est-ce qu'on fait? Freiner, c'est difficile. D'autant plus qu'on a toujours cherché à avoir ça. Alors, une fois que ça arrive, ça arrive. On essaie de le gérer du mieux qu'on peut. Et c'est vrai que je pense que l'erreur vient de moi et aussi l'erreur des producteurs. Je ne suis pas tout seul dans le truc, mais on a fait tous une erreur, voilà, c'est tout. Quel a été le pire moment à l'époque? La chute. Bonne réponse. Justement, là, ça commence à moins sourire. Oui. Vous êtes le premier, quand même, à qui on propose d'être l'imitateur des Guignols. Oui, tout à fait. Vous travaillez avec Gilles Daz, donc c'était assez naturel. Mais vous refusez... Et vous refusez par là même, finalement, la puissance du média télévision et la branchitude de Canal+. C'est-à-dire, moi, je ne l'avais pas refusé. Moi, j'aurais bien voulu le faire. Et ce sont mes producteurs qui m'ont dit à l'époque, ne t'inquiète pas, ça ne marchera jamais. Et donc, ils étaient visionnaires. Et puis, j'ai raté le truc, oui. J'aime les caricaturiste, j'aime les marionnettes, j'aime tout ce qui est... J'adore ça, et donner ma voix, des trucs comme ça, comme le doublage. C'est ce que vous faites aujourd'hui à la radio en Belgique. Oui, tout à fait, tout à fait. Ça, j'ai toujours aimé ça. J'ai pas eu l'opportunité de le faire. Il y avait aussi... Bon, Philippe m'avait dit à l'époque, tu sais, André, est-ce que tu sais faire PPDA? Je dis, je sais pas, il faudrait que j'essaye, etc. Et puis après, il m'a dit, bon, écoutez, ils ont choisi Yves Lecoq. Et puis, très bien, je veux dire, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Et pareil avec le Bébé de Show. Ah oui, alors le Bébé de Show, c'est encore autre chose. C'est-à-dire que les marionnettes appartenaient à TF1, le concept appartenait à Collaro, et on a eu Dominique Cancien qui est venu nous voir au Tintamarre avec un chèque en blanc en disant signez, mettez le chiffre que vous voulez, et on aimerait que vous fassiez les voix. Et là, ça c'est moi qui n'ai pas voulu, parce que je voulais pas rentrer dans les pompes de Roucas, quoi. Parce que j'estimais que c'était son truc à lui. J'aurais fait du sous-Roucas, ce qui n'avait pas d'intérêt, quoi. Alors, le problème, c'est que quand vous faites de la télévision, c'est sur la 5, avec Marie-Ange Nardi, produit par Michel Lafon, qui est sans doute un bon éditeur, mais qui n'a jamais rien fait d'autre en télévision que cette émission, qui s'appelait Grande Folie. Donc, j'avais des problèmes d'impôts à l'époque. Et donc on m'a dit, écoute, il y a une opportunité, c'est de faire ça. Moi, j'ai tout de suite mis les choses au point en disant, je ne suis pas animateur. Je n'ai jamais été animateur, je ne serai jamais animateur. C'est un métier que je ne connais pas, je ne sais pas faire. On m'a dit, oui, mais tu as vu l'argent qu'il y a à gagner, etc. J'ai écouté plutôt les sirènes de l'argent plutôt que le côté qualité. On m'avait dit aussi, tu seras le trublion de l'émission. En fait, j'étais co-animateur avec Marie-Ange. Et j'étais co-animateur. Et là, moi, je me voyais à la télé, ça a été douloureux. C'est dur, hein? Ah oui, quand on n'est pas fait pour ça, c'est très dur.
très très Et puis la 5, quoi qu'aient raconté les patrons à l'époque, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de réseau, les gens la voyaient Ah non, il pas. y avait personne la voyait l'émission. Alors on nous disait, oui, mais sur les gens qui regardent, on est leader. Ah oui. Il y a quand même eu entre-temps un truc assez grave pour vous, en tous les cas, c'est le spectacle sur Mitterrand. Ah oui, oui. Parce que Mitterrand, cancer de la prostate, c'était pas le moment de se moquer de lui. Oui. C'était un spectacle qui s'appelait Liberté, Égalité, Terminée, où on avait fait faire un crâne pour moi de Mitterrand. J'étais Mitterrand du début à la fin du spectacle, et ça passait tout en revue, les affaires, les machins, les trucs. Et puis, à 3 semaines, je crois, de la première, on annonce dans la presse et partout, Mitterrand, cancer de la prostate. Et là, toutes les portes se sont fermées à une vitesse VV'. Voilà, on l'a présenté, mais ça m'a coûté beaucoup d'argent, parce que j'étais coproducteur de tout. Donc ça m'a coûté beaucoup d'argent. Alors vous rentrez en Belgique. Ouais. La queue entre les jambes, dites-vous. Oui. Ouais. Ah oui. Oui, attendez, on va pas non plus. Quand on prend une baffe pareille, on essaie de revenir modestement. Alors aujourd'hui, vous êtes nostalgique de cette époque, cette grande époque, disons, parisienne. Nostalgique, c'est pas le mot. J'ai aimé la voir, je l'ai eue. On peut pas me l'enlever déjà, c'est déjà une chose. C'est vous. Et puis voilà. Et puis je dois dire que grâce à ça, aujourd'hui, je continue à faire carrière dans ce métier. J'aurais pas eu cette période, je vais dire française. En Belgique, j'aurais pas pu faire tout ce que je fais aujourd'hui. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous ne referiez pas pareil? Je ne passerais pas du Tintamarre à la Michaudière en 4 mois. Déjà. Le truc, c'est que c'est allé très vite parce qu'il y avait des gens... Moi, j'étais pas aussi gourmand qu'eux, mais eux étaient très gourmands. C'est ça. Voilà. C'est l'argent, en fait. Comme toujours. C'est le nerf de la guerre, mon bon monsieur. Qu'est-ce que vous mettriez sur votre tombe, là, si on vous demandait une épitaphe? J'ai bien ri. Oui. J'adore rire, j'adore faire rire, et j'adore m'amuser. J'ai toujours fait ce métier en m'amusant. Mais aujourd'hui, vous avez l'air de vous amuser, là, sur un bel RTL, là. Mais on a un pays aussi où on peut s'amuser beaucoup. C'est un pays. Vraiment, pour ça, c'est formidable. C'est un très beau petit royaume. Peut-être pas pour très longtemps, mais... Peut-être plus pour très longtemps, non, parce qu'on a un roi de Flandre, maintenant, qui a envie d'avoir la place de l'autre. Mais j'étais très heureux de rallumer la lumière sur vous. Merci, André. Merci à vous. C'était Tout le monde en a parlé, amis du parking, bonsoir. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.